Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation. Un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Les écoles et universités s'engagent en faveur de la lutte contre les discriminations LGBT+. Selon le CAELIF, un étudiant LGBT+ sur 10 est victime de LGBT-phobie dans son établissement. Et pour ne pas retrouver ensuite ces discriminations dans le monde du travail, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. C'est pour cela que la charte d'engagement LGBT+, déployée dans les entreprises depuis 2013, se démocratise aujourd'hui dans l'enseignement supérieur. On en parle avec Charles-François Perronne, responsable de cette charte d'engagement LGBT+, de l'enseignement supérieur de l'Autre Cercle. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Éducation, merci beaucoup de nous accompagner. Ryan Saïbi nous accompagne également, président du collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Bonjour. Bienvenue à vous également. Ryan Saïbi, peut-être que je peux vous poser la question à vous. Est-ce qu'on peut rappeler, pour ceux qui nous regardent, ce que comprend cet acronyme LGBT+? Alors l'acronyme LGBT+, qui d'ailleurs peut varier, parce qu'on y ajoute parfois d'autres lettres, oui. C'est lesbienne, gay, bi, trans, mais on peut aussi ajouter les personnes intersexes, oui. Les personnes queer, les personnes asexuelles, aromantiques. Oui. Voilà. Pansexuelles. Tout ce qui va concerner l'orientation sexuelle d'une manière ou d'une autre. Et l'identité de genre. Très bien. Non, mais c'était important de le préciser. Vous, donc, qui êtes à la tête du collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France, de quelle forme de discrimination, essayez de nous expliquer, ces personnes sont-elles victimes aujourd'hui dans l'enseignement supérieur? Alors dans l'enseignement supérieur, les personnes LGBT+, sont victimes régulièrement de LGBT-phobie, ce qu'on appelle LGBT-phobie, donc les discriminations liées à leur identité de genre ou à leur orientation sexuelle. En quoi consistent ces discriminations exactement? Eh bien justement, dans notre enquête qu'on a menée en 2020, on voit qu'elles prennent plusieurs formes. Il y a des violences physiques, des moqueries, des insultes, mais il y a aussi parfois des propos qui vont nier leur existence. Des propos qui, sous couvert d'avis ou personnels ou de propos politiques, vont parfois nier l'existence des personnes bi, trans, gays. Et donc, par exemple, le refus de genrer au féminin une personne trans qui elle, s'identifie comme telle, ou de nier toute identité, en fait. Ce sont ces formes de discrimination-là. Plus généralement, c'est verbal, mais ça peut aller jusqu'à l'agression. Et ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin, oui. Effectivement, il y a une enquête de Mediapart qui a été diffusée en 2020 sur les grandes écoles qui, du coup, mettait en avant des témoignages très, très graves d'LGBT-phobie. Et ça pouvait aller jusqu'à, par exemple, saccager la chambre d'un étudiant gay en déchirant les photos de lui et de son petit copain et en mettant du lubrifiant sur tous les murs de sa chambre. Ça va être outé, donc de façon malveillante. Donc c'est dire d'une personne, c'est révéler l'orientation sexuelle d'une personne de façon malveillante. Donc outer une étudiante lesbienne, par exemple, qui n'en avait pas du tout parlé. Et ça, dans une gazette officieuse du coup de l'établissement qui était lue par tout l'établissement. Voilà, c'est des actes vraiment qui peuvent être très violents. Et quelles sont les principales causes, enfin, en tout cas, comment vous expliquez ces discriminations? Est-ce que c'est un manque d'éducation? Est-ce que ce sont des effets de groupe aussi, des fois? Voilà, comment vous les expliquez aujourd'hui? Effectivement, ça peut être un effet de groupe. C'est clairement, du coup, une méconnaissance aussi des différentes orientations sexuelles et identités de genre qui peuvent exister aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a plusieurs faillites à plusieurs niveaux, depuis l'enfance jusqu'à du coup l'adolescence, en passant du coup par les études supérieures, etc. Il y a aussi un petit peu la religion. Quand on voit que les grandes religions monothéistes aujourd'hui disent que c'est empêché à des milliards de croyants, forcément ça ne peut qu'entraîner de la haine. Donc il y a une faillite aussi dans le message de paix qu'elles sont censées apporter. Donc voilà, c'est tout ça cumulé qui fait que on peut encore aujourd'hui faire face à de la haine en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Vous qui travaillez sur ce sujet, donc dans les entreprises d'abord, puis maintenant dans l'enseignement supérieur, voilà. Moi j'ai une question, est-ce qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de la même manière qu'elle a lieu sur les violences sexistes, sexuelles envers les femmes? On en parle beaucoup ces derniers temps. Est-ce que vous sentez de la même manière une prise de conscience tout de même ces derniers mois, ces dernières semaines sur ces discriminations-là? Alors, il y a une prise de conscience, clairement. Donc là, on va parler de la charte du coup d'engagement LGBT+, qu'on a créée du coup à l'Autre Cercle en 2012. Donc à l'initiative de l'Autre Cercle et d'Accenture. Aujourd'hui, on a plus de 200 employeurs privés et publics qui ont signé cette charte-là et qui s'engagent, donc avec 4 engagements, à accompagner leurs employés LGBT+, si jamais ils sont victimes du coup d'LGBT-phobie,
Il s'engage à créer un environnement de travail qui soit bienveillant et inclusif. Il s'engage aussi à une égalité de traitement et de droits pour les personnes LGBT+. Et aussi, il s'engage à faire un bilan annuel de l'état de l'inclusion du coup, dans leur organisation. Donc ça, c'est pour les entreprises. Et donc, on a décliné cette charte-là pour le monde de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui a fait le déclic ? Le déclic, c'était qu'on avait déjà des établissements qui avaient signé cette charte-là, mais ils s'engageaient qu'auprès de leurs employés. Donc là, on s'est dit, non, il y a aussi quand même, il y a du personnel administratif, des enseignants, mais aussi des étudiants. Et donc, on a fait évoluer cette charte-là pour qu'elle s'adresse vraiment à tout le monde. Et donc, on a lancé cette charte-là l'année dernière, le 13 octobre 2022, donc en présence de Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Sylvie Retailleau. Donc, c'était à l'Université de Montpellier. Donc, il y a 6 établissements qui ont signé cette charte en même temps. Donc 3 écoles de commerce, 2 universités et une école d'ingénieurs. Donc on avait Kedge, Montpellier Business School, l'EM Normandie, l'Université de Montpellier, l'Université de Lorraine et École Centrale Nantes. Comment vous travaillez avec une association comme l'Autre Cercle ? Comment vous vous êtes rencontrés ? La rencontre, elle date d'il y a plusieurs années. Déjà, je n'étais même pas au CAELIF quand les deux associations étaient ensemble. En fait, c'est un lien qui est logique parce que ceux qui travaillent demain, ceux qui sont dans le monde professionnel, c'est les étudiants d'aujourd'hui en partie. Et donc, il y a un travail à faire maintenant, en fait, parce que les discriminations qui ont lieu dans le monde du travail, ce sont les discriminations qui ont eu lieu dans l'enseignement supérieur, qui sont les mêmes déjà qui ont eu lieu au lycée et au collège. Donc, plutôt on agit plus vite, on éradique les discriminations. Et donc, c'était logique de travailler en fait, ensemble sur cette charte, avec également la FAGE, parce que justement, les universités ont un rôle à jouer contre les discriminations, pour protéger toute la communauté universitaire, que ce soit les étudiants, le personnel. Donc il y a une nécessité de former aujourd'hui vraiment le personnel, les étudiants, les professeurs. Ça, c'est des actions que vous meniez déjà au quotidien, sur le terrain, avec votre association ? Oui, au quotidien. Nous, on a un réseau d'associations. Le CAELIF, j'explique rapidement, c'est le collectif des associations étudiantes LGBT+, d'Île-de-France, qui existe depuis 2001 et qui rassemble 19 associations, donc de Sciences Po, de la Sorbonne, d'Assas, d'où je viens, de Polytechnique. Et donc, ces associations-là luttent déjà dans leurs écoles, font des activités pour sensibiliser les étudiantes, les étudiants, les professeurs, pour mettre en avant les journées de mobilisation, les journées de sensibilisation, comme le 17 mai, par exemple. Font déjà le travail en fait sur le terrain au contact des étudiants pour essayer de faire changer les choses. Est-ce que faire signer quelque chose à un établissement aujourd'hui de l'enseignement supérieur, on l'entend bien, il faut sensibiliser, il faut faire de la pédagogie aujourd'hui sur ces sujets. Faire signer une charte, c'est peut-être le pas supplémentaire qui va faire qu'on adhère un peu plus à ces valeurs-là aujourd'hui. Oui, concrètement. Ce que je pourrais en tout cas compléter aussi, c'est l'idée de se dire aujourd'hui, il y a des employeurs publics et privés qui s'engagent, qui ont déjà signé cette charte-là, et ils s'attendent à ce que les établissements d'enseignement supérieur forment les collaborateurs et managers bienveillants et inclusifs de demain. Et donc cette charte-là, nous on l'a fait signer au plus haut niveau de l'établissement. Donc c'est la présidente ou le président de l'établissement qui signe. Donc ça donne vraiment un message clair. Et à quoi ils s'engagent alors ? Donc moi, c'est les mêmes 4 engagements que je vous ai cités tout à l'heure. Qui s'adaptent un tout petit peu. Qui s'adaptent à l'enseignement supérieur. Et donc là, ils s'engagent à créer un environnement d'études et de travail qui soit bienveillant et inclusif. Ils s'engagent à mentionner dans leur communication les thématiques LGBT+. Ça va être former lors des cours de management, du coup les futurs managers, à gérer l'inclusion LGBT+, à savoir réagir à des cas d'LGBT-phobie, etc. Ils s'engagent à mettre en place un système de remontée des cas de discrimination dans leur établissement. Donc là, c'est quand même plus large que la partie LGBT+, parce que généralement, ces systèmes-là aussi permettent de remonter tout ce qui est violence sexuelle et sexiste, racisme, etc. Il y a 4 réunions de travail qui sont menées avant de pouvoir signer. Donc c'est moi qui les anime. Et donc il y en a une qui est dédiée par exemple à la partie employée, une qui est dédiée à la partie étudiant. Et sur la partie étudiant, je vais décrire tout le cycle de vie d'un étudiant dans leur établissement, depuis la candidature à l'établissement jusqu'au départ. Et sur certains moments de vie, je vais dire voilà ce que peut vivre un étudiant LGBT+, et voilà ce que vous pourriez faire pour aider cet étudiant-là à mieux vivre sa scolarité. Est-ce que certains peuvent être un peu
frileux, peut-être certains établissements. Est-ce qu'ils ont l'impression que, voilà, qu'il va falloir mettre beaucoup de moyens sur la table, voilà, adopter ces valeurs et ces principes-là? Est-ce que ça demande beaucoup de moyens aujourd'hui, un établissement de l'enseignement supérieur, ou pas tant finalement? Ça demande un engagement. Il faut qu'il y ait un sponsor aussi qui suive. Donc, généralement, on demande un sponsor au niveau du comité de direction de l'établissement qui va suivre l'écriture du plan d'action qu'on demande du coup aux établissements, qui va suivre ensuite la réalisation de ce plan d'action-là. Donc, c'est surtout des moyens humains, en fait, un engagement de personnes voilà, qui sont responsables dans l'établissement et qui vont faire en sorte de passer les bons messages et de faire en sorte qu'à la fin de son cursus, l'étudiant soit bienveillant et inclusif. Les associations sont là pour ça aussi, peut-être pour faciliter ce travail de l'établissement, ces associations donc au sein des établissements d'enseignement supérieur, pour faciliter ce travail aussi pour la direction de l'établissement. Alors les associations sont toujours à la disposition de l'administration pour sensibiliser au sujet, mais justement en fait ce qui manque c'est l'action des établissements. Donc les associations c'est vrai qu'elles pallient depuis plusieurs années à parfois des actions qui pourraient être mises en place, et ce à quoi cette charte j'espère va remédier, mais elles font un travail de sensibilisation que ne peut pas forcément faire l'établissement qui a toute une arme de communication, de formation qu'elle doit mettre en place. Parce que vous qui êtes étudiant, qui est sur le terrain, c'est difficile de faire travailler ensemble établissements, institutions, associations sur ces sujets. La collaboration des fois n'est pas si facile que ça. Ça dépend des administrations, ça dépend des universités. Il y a quand même beaucoup d'universités qui aujourd'hui s'engagent notamment à travers, et c'est une des dispositions d'une des stipulations de la charte, c'est la mise en place d'une plateforme de signalement pour les discriminations. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus mis en place par les universités. Ça montre qu'il y a une certaine prise de conscience. Maintenant, c'est quelque chose qui doit, je pense, se généraliser. Ben voilà, se généraliser. Quels sont vos objectifs in fine avec cette charte? Vous nous parliez de tous les établissements qui étaient signataires aujourd'hui. Voilà, est-ce que vous avez un objectif chiffré? Alors aujourd'hui, là, on a encore 5 à 6 établissements qui sont dans le process du coup de signature. Nous, notre objectif, c'est de faire signer le plus possible d'établissements. Voilà, donc on n'a pas... Sur tout le territoire? C'est sur tout le territoire. Donc c'est une démarche volontaire. Donc l'établissement doit venir vers nous en disant, voilà, on a envie de s'engager, qu'est-ce qu'on doit faire? Et une fois qu'ils ont le go de leur comité de direction, du coup, on y va. Vous allez les démarcher avec votre association, ces établissements aussi, pour leur faire signer la charte? J'ai démarché, figurez-vous, le directeur de cabinet du président de mon université pour cette charte. Et donc voilà, j'espère que mon université s'engagera. Pour l'instant, elle ne l'est pas? Pour l'instant, elle ne l'est pas. Il y a que 6 établissements. Après, nous, on a un plaidoyer depuis 2022 où on demandait aux candidats à l'élection présidentielle, mais on demande aussi aux présidents d'université de mettre en place certaines choses comme l'institutionnalisation des journées, justement, comme j'en parlais, des journées de sensibilisation comme le 17 mai, mais aussi le mois de juin, par exemple, qu'elles se saisissent elles-mêmes de ces dates-là pour faire des événements, mais aussi la formation des psychologues et du personnel. Et puis tout un tas de mesures comme donner accès aux protections par exemple périodiques, plein de thèmes annexes en fait. Ça c'est les universités qui doivent le faire et elles peuvent déjà le faire. On va terminer là-dessus. Merci beaucoup Charles-François Perronne d'être venu sur notre plateau. Merci. Je rappelle, vous êtes responsable de cette charte d'engagement LGBT+ de l'enseignement supérieur chez l'association L'Autre Cercle, et Ryan Saïbi, président du CAELIF, on prononce, c'est ça, le collectif des associations étudiantes LGBT d'Île-de-France. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette charte aujourd'hui dans Smart Éducation. Merci de nous avoir reçus. Merci à vous de nous avoir suivis aussi. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite. Ciao.